Bien, donc merci. On va vous présenter donc une alternative à l'institution pour les personnes en EVCEPR, la maison partagée, familiale partagée. Les maisons familiales, elles ont un statut. Ce statut, c'est que ce ne sont pas des institutions. Donc, il n'y a pas de demande d'agrément ou d'autorisation. Seule l'intervention du SAMSA est soumise à une orientation par la MDPH, ainsi que, bien sûr, les demandes de PCH pour accompagner ces personnes qui sont lourdement dépendantes. Elle résulte d'un engagement des familles et des habitants pour une solidarité et une vie collective. Ce sont des domiciles privés, au choix des familles et des personnes. La chambre est privative et les autres locaux sont partagés. Pour y entrer, on signe un bail locatif, comme n'importe quelle location, avec l'AFTC et un contrat avec un service prestataire d'auxiliaire de vie qui est donné au choix des familles. Les soins sont assurés par des intervenants libéraux sur prescription du médecin généraliste. Le départ de la maison se fait, comme pour toute location, sur préavis d'1 mois. Alors, ces maisons familiales, en Gironde, il y a un contexte historique, donc je ne vais pas le développer. Disons simplement que c'est une expérience de 25 ans de collaboration entre l'ADAPT, l'AFTC et les familles. 1998-1999, il y a déjà des maisons qui se créent et il y a une collaboration au début avec les assurances qui achètent des maisons, les adaptent et les louent. Alors l'ADAPT et l'AFTC ont continué de développer des maisons régulièrement, donc je n'insiste pas. Alors, il faut que je me repère. Donc comment on installe une maison familiale? Alors, on installe une maison familiale. D'abord, on fait un cahier des charges. Le cahier des charges, il concerne à la fois le local et aussi le projet de fonctionnement qui engage donc des personnes qui vont venir intervenir sur ces maisons. Disons qu'il faut insister, il faut une coordination. D'ailleurs, j'ai entendu ce matin que les témoignages disaient « c'est dommage qu'il n'y ait pas de coordination et c'est difficile ». Donc, il faut une coordination. Alors là, dans notre modèle, c'est soit un SAMSA, c'est le SAMSA de l'ADAPT qui est historiquement lié à la FTC, ou un SPASAD, par exemple. La coordination, il y a un coordinateur d'animation sociale, et alors c'est la fameuse AVP, l'aide pour la vie partagée, qui nous est accordée depuis quelque temps. Mais ça n'était pas le cas au début. Et enfin, on va développer des partenariats. Donc ces partenariats, je n'insiste pas, vous imaginez bien. Et la réalisation, donc, elle doit se faire par une réunion de tous les partenaires sur le lieu d'installation, avant d'installer les personnes sur cette maison. Alors, le fonctionnement, il repose sur la sécurité assurée par les auxiliaires de vie. Bon, pour les maisons familiales que nous gérons ensemble, il y a 3 niveaux d'accompagnement, soit nécessité d'une présence 24 heures sur 24, soit présence entre 6 et 12 heures, soit présence inférieure à 6 heures. Bien sûr, il y a un temps partagé. Le temps partagé, c'est sur la présence de nuit, sur le repas et les courses, et les loisirs intérieurs.
Et il y a un temps personnel. Ce temps personnel, c'est l'accompagnement extérieur pour les activités personnelles de chacun des résidents. Alors bien sûr, le fonctionnement idéal, il repose sur l'existence d'une maîtresse de maison. Cette maîtresse de maison, elle est présente chaque jour du lundi au vendredi. Elle est garante de l'organisation de l'accompagnement, elle gère le budget de fonctionnement de la maison et elle fait le lien avec la famille. Des auxiliaires de vie en roulement sont affectés au fonctionnement du collectif et des accompagnements individuels. Alors on en vient aux maisons familiales partagées pour personnes en EPR ou EVC. La première maison a été créée en 2008. Alors comment on en est arrivé là? Eh bien, c'était à la demande de 4 familles dont les enfants étaient jeunes, enfin dont les patients étaient jeunes et dont les parents travaillaient. Ils ne voulaient pas d'une institutionnalisation pour leurs enfants et ils auraient voulu un retour à domicile. Mais ce retour à domicile n'était pas possible puisque les parents travaillaient justement et qu'ils n'envisageaient pas de quitter leur travail. Alors les équipes ont été réticentes et nos 2 associations aussi, l'ADAPT et la FTC. Pourquoi? Eh bien par rapport à la fragilité des personnes qu'on nous demandait d'accueillir. Notamment la fragilité de l'état général. Les lieux de... La lourdeur de l'accompagnement. J'avoue que... Et... je suis désolée, je suis obligée de reprendre mon truc, là. La lourdeur de la dépendance et la difficulté de communication des personnes. Oui, je préférerais. Merci. C'est gentil. Voilà, je préfère. Donc, et je garde ça pour changer. Voilà. J'ai besoin d'aide, hein, vous voyez, je vieillis. J'ai besoin d'assistance. Donc, non, ça va aller. Donc, voilà, par rapport donc à l'importance du besoin d'accompagnement et par rapport au cahier des charges de l'habitation elle-même, puisque ce sont des personnes qui sont lourdement handicapées et on ne peut pas s'installer dans un appartement ou une maison non adaptée. Mais par contre, ce qui nous a fait accepter, c'est qu'il y a un savoir-faire acquis, dont je viens de parler, c'est l'historique des maisons familiales à Bordeaux. Et voilà, donc un projet commun. Ce projet commun, finalement, les familles nous ont convaincus. Et il y a une équipe qui a dit, mais oui, mais on y va, lançons-nous. Donc on avait 4 personnes, et puis la tutrice d'une personne isolée demande de participer au projet pour s'en protéger. Donc on s'est retrouvé avec 5 personnes. Alors je dois dire quand même qu'il a dû y avoir 6 ans de persévérance entre l'idée et la réalisation. Le cahier des charges immobilier, ça a été le plus facile. C'est-à-dire qu'il nous fallait une grande maison adaptée. Donc on a été obligé par contre de l'acheter. Alors ce n'est pas nous qui l'avons acheté parce que nous n'avons pas les moyens, mais c'est FGA qui nous l'a acheté. 5 chambres bien sûr, puisqu'on avait 5 personnes. Circulation de grands fauteuils roulants. Salle de bain adaptée, salle d'activité, jardin. À proximité, bien sûr, du SSR spécialisé de l'ADAPT, de façon à ce qu'il y ait un lieu de recours. Parce que quand on faisait quelque chose de dangereux, on était là quand même pour récupérer les personnes, pour ne pas laisser les auxiliaires de vie en difficulté. Voilà, donc la première étape, un propriétaire motivé pour cette expérience, le fonds de garantie automobile nous achète la maison, une société qui va améliorer le logement et l'aménager de façon à ce qu'on puisse accueillir ces patients très lourdement dépendants. Et on a l'expertise d'une équipe de soins et de rééducation, c'est-à-dire l'ADAPT Château-Rosé, qui gère toujours d'ailleurs, des patients lésés cérébraux. Alors voilà le modèle. FGA propriétaire, FTC locataire principal, résident sous-locataire 5, assistance humaine spécialisée formée dans le SSR à l'ouverture, 14 ETP,
plus 0,5 de coordination. Toute cette équipe, avant qu'on ouvre, est venue se former. Donc on a fait une ouverture progressive. Ils venaient passer la journée à Château-Rosé, ils allaient dormir la nuit, et les personnes qui étaient recrutées allaient les accompagner la nuit et venaient aussi la journée à Château-Rosé. Projet de vie, donc comment on le finançait? Bien l'AH, la PCH, on a obtenu 14 heures de PCH par résident, plus une personne indemnisée qui, elle, avait 24 heures sur 24 d'indemnisation de son assurance. Voilà, et le projet de vie était coordonné par le SAMSA de l'ADAPT. Voilà la maison, donc la première maison créée. C'est la maison de Cécile, Frédéric, Julien, Laurence et Marie. Donc loyer plus charge, ça représente 420 € par personne, pour laquelle ils ont droit à la location au logement. Alors, voilà qu'on fait cette première maison, et puis du temps passe, et on va donc créer, on va nous demander de créer une deuxième maison, et je vais faire intervenir Geneviève, qui va nous expliquer, alors donc elle va vous expliquer comment elle est venue nous faire des propositions honnêtes. Alors, je m'appelle Geneviève Nariot, je suis la mère de Colline. Colline qui a été victime d'un accident de la route en 1997 à l'âge de 6 ans et demi. Après son séjour à l'hôpital, elle avait été orientée vers un centre de rééducation, réadaptation, donc le Château-Rosé à Sénac. Elle y était restée 1 an en hospitalisation temps plein et puis 2 ans en hôpital de jour. Elle a gardé de très très lourdes séquelles de son accident et complètement dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne. Suite à cet accident, nous habitions dans le sud Gironde. Il a fallu que nous déménagions parce que notre maison n'était plus adaptée. Vous pouvez parler un peu plus dans le micro, merci madame. Et nous nous sommes rapprochés de Bordeaux, des centres hospitaliers. J'ai dû changer de travail, mais j'ai toujours continué à travailler à temps plein. Et à la sortie donc du Château-Rosé, ma fille a été prise en charge en accueil de jour dans un établissement géré par l'association girondine des infirmes moteurs cérébraux qui accueille des jeunes polyhandicapés jusqu'à ses 22 ans. Et puis le père de Colline est décédé en 2006. Ma famille ne résidant pas à Gironde, je me suis sentie à ce moment-là très isolée. Il n'y avait personne sur place pour nous seconder toutes les deux. Un service d'aide à domicile intervenait chaque samedi pour me seconder. Et ce service, il était issu donc du Château-Rosé. Il était spécialisé dans la prise en charge des personnes cérébro-lésées. Et j'avais pris contact avec eux au retour au domicile de ma fille. Ils m'aidaient donc chaque samedi. Et par leur intermédiaire, j'ai commencé à visiter des maisons partagées. J'ai fait la connaissance de certains blessés qui y résidaient. Nous avons eu des échanges très, très intéressants et qui m'ont interpellée. Certains auxiliaires de vie travaillaient en semaine dans ces maisons partagées et le week-end venaient s'occuper de ma fille. Ils me racontaient le fonctionnement de ces maisons partagées, le quotidien des blessés. Et au fil de tous ces échanges, j'ai senti que ces jeunes semblaient épanouis, contents de vivre ensemble dans cet environnement certes protégé, mais aussi proche d'une vie normale et bien plus intéressant qu'une grosse institution interpersonnelle. Et peu à peu, cette idée est devenue une évidence, a germé dans ma tête et c'est devenu une évidence. J'avais envie que ma fille, elle aussi, dans le futur, vive dans une maison partagée. Mais je ne savais pas comment faire. Et puis en 2016, la direction de l'établissement qui accueillait ma fille a commencé à me dire qu'il fallait que je pense à une réorientation parce qu'elle allait atteindre l'âge limite. Elle avait une orientation masse. Mais moi, je connaissais parfaitement ce type d'établissement. Elle y avait fait des séjours temporaires l'été pour des séjours de répit. Alors, j'acceptais qu'elle y aille pendant 15 jours, mais je ne voulais absolument pas qu'elle ait une vie
en masse à temps plein. Ça ne me convenait pas du tout. Donc l'autre option qu'on me proposait, c'était de reprendre ma fille au domicile avec un service d'auxiliaire de vie en journée. Mais aucune de ces deux options ne correspondait à mes vœux. Et une nouvelle fois, je me suis sentie assez démunie, seule, devant toutes ces difficultés. Et je me suis interrogée, je voulais vraiment que ma fille aille en maison partagée. Je voulais qu'elle ait une vie sociale avec des jeunes de son âge. Je voulais aussi que nous soyons indépendantes. Je voulais continuer à travailler. Et je voulais protéger ma fille parce que j'avais peur d'avoir des problèmes de santé. J'avais vraiment peur je ne voulais pas qu'elle aille à une institution. Je voulais lui préparer un avenir sécurisé, confortable et avoir un esprit tranquille. J'avais envie de souffler un peu. Donc, comme je connaissais bien la FTC, parce que j'avais gardé des liens avec le médecin, notre avocat qui est le président de la FTC, le service prestataire, j'ai commencé à me renseigner s'il y avait des places dans les maisons partagées déjà existantes, mais bien sûr, il n'y en avait pas. Il y avait peu d'offres, beaucoup de demandes, mais peu d'offres. Et puis de plus, ma fille ayant un handicap très très lourd, il fallait que le service prestataire soit un SIAD, il fallait qu'il y ait un service infirmier. La seule maison partagée qui existait, c'est celle de la Traîne, dont vient de parler Mme Richer, et il n'y avait aucune place. Donc j'ai longuement fait des recherches, j'ai interrogé notre avocat, le médecin, le juge des tutelles, le notaire, la MDPH pour les financements, je réfléchissais. Et puis finalement, j'ai décidé de construire ce projet soutenu par la FTC et le Château Rosé de Sénac. Comme nous habitions, ma fille et moi, dans une maison individuelle, j'ai proposé de l'aménager pour la transformer en maison partagée, afin d'y accueillir 3 jeunes blessés, dont ma fille. La prise en charge serait de 24 heures sur 24, gérée par la FTC. Et cette solution permettrait que Colline soit prise en charge dans une petite structure, tout en restant dans son environnement familier. Ces démarches ont été très longues. Et les plus longues ont été celles de l'attente de l'accord du juge des tutelles. Un dossier complet a dû lui être envoyé, contenant le mode de fonctionnement de ces maisons, leurs règles, et il m'a reçu à 2 reprises avant de donner son accord. Quand j'ai eu l'accord du juge des tutelles, j'ai fait intervenir un ergothérapeute qui était spécialisé dans l'aménagement des maisons, et il m'a aidé à trouver la meilleure formule pour mettre la maison aux normes pour l'accueil de 3 jeunes en fauteuil roulant. Et puis ensuite, il a fallu faire des travaux d'aménagement. Ces travaux d'aménagement ont duré 1 an. Il a fallu aménager la salle de bain, les toilettes, les cloisons pour agrandir les chambres, élargir les portes, etc. Et pendant tout ce temps des travaux, ma fille a été prise en charge dans une masse parce que je ne pouvais plus l'héberger. Donc l'ensemble de toutes ces mesures a duré 3 ans, plus de 3 ans. Et en parallèle, j'ai dû chercher un autre logement pour moi. J'ai finalement choisi de prendre un appartement situé dans la même commune et assez proche de la maison partagée. Avec ces quelques années de recul, je dois reconnaître qu'il m'a fallu énormément d'énergie, avec des périodes de doute et beaucoup de découragement parfois. Et puis finalement, la maison a ouvert en juin 2017. Maintenant, ma fille y réside avec 2 colocataires. L'un a intégré la maison à son ouverture et 2 autres sont venus et sont repartis. Le premier, il avait des difficultés d'adaptation et il a dû être réorienté vers une masse. Il présentait des troubles du comportement. La deuxième jeune femme qui est venue est restée 1 an et demi et puis elle est repartie parce que son projet de vie était d'intégrer sa propre maison. Et puis depuis l'été 2020, une autre jeune dame est arrivée et elle s'est très bien adaptée maintenant à son nouvel environnement. Donc depuis 2020, il y a 3 colocataires à la maison et c'est un projet de vie qui, je pense, va durer. Alors, au quotidien, le planning de la maison,
excusez-moi, s'équilibre entre des moments de convivialité tous ensemble et le temps préservé pour des activités personnelles et individuelles. Et chacun participe selon ses capacités. Alors, le personnel. À l'ouverture de la maison et pendant plusieurs semaines, le personnel a reçu une formation spécifique au Château Rosé. C'était des informations théoriques, des activités spécifiques pour ces jeunes traumatisés crâniens. Ils ont été très bien accompagnés et c'était indispensable. Par contre, à ce jour, c'est-à-dire 6 ans après, il reste très peu de ce personnel qui a été formé au Château Rosé. C'est bien dommage parce qu'il y a un grand turnover du personnel. À l'ouverture de la maison, il y a eu des visites régulières de l'ergothérapeute au domicile pour coordonner les actions et répondre aux demandes diverses. Alors, la maîtresse de maison. La maîtresse de maison est très importante. C'est elle qui coordonne le planning, qui est l'interlocutrice privilégiée avec tous les intervenants, les médecins, familles, tuteurs. Et dans la maison de Pessac, elles sont 2. Elles sont 2 qui s'entraînent et se relaient pendant les périodes de congé. La maîtresse de maison fait les courses, les menus de la semaine, aidée par le passage régulier d'une nutritionniste. Elle fait de la cuisine maison avec des produits frais en tenant compte des goûts de chacun. Il a fallu, bien entendu, trouver des stratégies de soins, des stratégies avec l'équipe des auxiliaires de vie qui intervenaient à la maison, des réunions, des passages réguliers pour s'assurer que tout fonctionnait bien. Le personnel qui travaille dans cette maison est essentiellement composé par des auxiliaires de vie, quelques AMP, mais plusieurs n'ont aucune formation spécifique. A priori, il devrait y avoir 1 agent par blessé, mais en ce moment, c'est plutôt 2 pour 3 parce qu'il y a des arrêts de travail. Une seule veilleuse de nuit qui est aide-soignante est présente. En cas de problème, elle peut joindre un service d'astreinte et il y a un passage quotidien d'une infirmière pour la gestion du traitement et la coordination des soins. Le planning de chaque jeune doit être donné 2 mois à l'avance au service prestataire pour organiser le personnel. Grâce à ce type de prise en charge, les familles peuvent régulièrement prendre les jeunes en week-end, en vacances, et non pas un nombre de jours limité comme c'est demandé à l'institution, ce qui me contrariait profondément. Alors, en ce qui concerne le financement, le coût pour 2 des jeunes est pris en charge par la PCH. Ma fille reçoit une rente mensuelle suite à son accident et elle paie directement chaque facture. Un forfait mensuel a été établi. Chaque jeune paie un forfait pour les charges de la maison et un forfait aussi pour la nourriture, qu'il soit présent ou pas. Et s'il reste une somme d'argent sur le compte de la maison, un extra peut être proposé en fin d'année, une sortie restaurant ou autre. Et les 2 colocataires de ma fille paient un loyer mensuel. Maintenant, je vais vous lire le témoignage de Agnès, c'est la mère de Charles, le colocataire de ma fille, de Colline. Alors, Agnès dit « Ce qui nous a conduit à choisir ce mode d'habitat d'une maison partagée. Ce choix s'est imposé car le quotidien de Charles au centre de réadaptation devenait de plus en plus lourd pour lui. Nous en ressentions les limites, tant au plan personnel, dans l'épanouissement et l'évolution de notre fils, qu'au plan thérapeutique. Nous avions l'impression que la progression stagnait. Ramener notre fils en fin de week-end ou de vacances à son centre d'accueil devenait de plus en plus difficile, car nous sentions sa tristesse de plus en plus palpable et visible sur son visage, sur son moral. C'est la proposition de Mme Richer, médecin référent de Charles au Château Rosé, qui a illuminé notre avenir et qui a fait naître l'espoir de jours meilleurs, plus adaptés. Étant en contact avec Mme Nariot, dont la fille avait été prise en charge au Château Rosé suite à un terrible accident de la route, Mme Richer a fait ce lien et nous a permis de construire ensemble le projet de maison partagée de Pessac. Ce projet de maison partagée correspondait totalement à nos attentes après nos questionnements sur les limites de l'institution après un temps long pour le bien-être de nos enfants. Le projet a été construit jour après jour, semaine après semaine,
avec nous, les familles, avec différents partenaires, le Château Rosé, les équipes médicales, le SAD, l'AFTC. Le projet de maison partagée à Pessac a été lancé et fonctionne maintenant depuis 6 ans, avec plus de hauts que de bas. Les intérêts de ce projet. Former un projet de vie basé sur le partage, la mutualisation, le bien-être de nos enfants. Pouvoir leur permettre de mener une vie des plus normales, entre guillemets, en respectant l'équilibre, l'épanouissement de chacun d'entre eux. Pouvoir mener une rééducation à domicile ou dans les cabinets médicaux extérieurs, des activités variées et sorties le plus harmonieusement possible. Par conséquent, une maison qui vit au rythme de ses occupants avec souplesse, bienveillance, adaptation, écoute, autant de concepts que l'on essaie de maintenir et de développer. Les limites. Peu de limites, mais plutôt au contraire le souhait de pouvoir maintenir absolument ce mode de vie partagé. Les limites, ou en tout cas les difficultés, on les retrouve aussi en institution, puisqu'elles concernent les difficultés de plus en plus grandes de recrutement du personnel qualifié et impliqué, et parfois même tout simplement du recrutement. La formation du personnel demeure également un sujet important et à améliorer dans les associations d'aide à la personne. Voilà, ça c'était le témoignage d'Agnès Roux. Et maintenant, je vais vous lire, pour finir, le témoignage j'ai interrogé le personnel qui travaille à la maison partagée. Je vais vous lire leur conclusion. La vie à la maison partagée se passe dans une ambiance très familiale tout en étant bien structurée grâce à la maîtresse de maison qui coordonne tout le travail quotidien. Donc, le travail de la maîtresse de maison est indispensable pour l'organisation journalière, le lien avec les différents intervenants. Au fil du temps, les jeunes ont pris leur marque et chacun a pu garder ses habitudes de vie tout en cohabitant avec les autres. À ce jour, les jeunes sont épanouis, heureux de vivre ensemble, passer de bons moments, se retrouver après le week-end ou les vacances. Il faut bien sûr adapter l'accompagnement à chacun, bien respecter les habitudes de vie, les envies personnelles. Chaque jeune est différent, il faut en tenir compte pour que la colocation se passe bien. Un cahier de liaison a été ouvert, contenant des rendez-vous, les sorties quotidiennes, les informations importantes. Et chacun doit le lire en arrivant. Les jeunes ont des rendez-vous à l'extérieur et à domicile. À l'extérieur, kiné, orthophoniste, ostéopathie, activité danse. Et à domicile, c'est un psychologue, un orthophoniste et le kiné qui vient. Et il y a 2 intervenants extérieurs qui viennent mensuellement aussi proposer une activité musique et une activité massage bien-être. Chaque mercredi est consacré aux sorties ludiques, culturelles. Toutes les 3 jeunes sortent accompagnés par des auxiliaires de vie. Ça peut être cinéma, pique-nique, magasin, café, piscine l'été, tout dépend. Et régulièrement, des soirées à thème sont proposées par la FTC de façon trimestrielle pour permettre aux différents collectifs de se rencontrer, ce qui est très, très intéressant. Il est important que le personnel ait le permis de conduire pour faciliter les accompagnements, mais c'est un des critères du recrutement. Sinon, le personnel doit se déplacer avec les transports en commun, ce n'est pas très facile. En règle générale, le personnel qui travaille à la maison partagée trouve plus confortable de travailler sur des amplitudes de 8 heures au même endroit plutôt que d'intervenir 2 heures chez plusieurs personnes. Il trouve aussi très important de bien entretenir la maison et de veiller au bon fonctionnement du matériel. Il y a 2 animaux qui vivent à cette maison, un lapin et un chat. En résumé, chacun essaie d'être polyvalent, efficace, soignant, confident, animateur, partenaire de jeu, conteur. En résumé, de faire de son mieux pour que le quotidien des jeunes soit agréable et apaisant. Alors, les points à améliorer. Alors, j'ai oublié de dire qu'il y a des réunions d'équipe qui sont proposées par le personnel, pour le personnel par le service prestataire et que le personnel est supervisé par une psychologue. Et 1 ou 2 fois par an, des réunions famille personnelles sont organisées aussi.
Les points à améliorer, c'est le recrutement du personnel et sa formation, trop de changements, difficile de garder le personnel sur le long terme, il faut former sans cesse de nouvelles personnes, ce qui demande à tout le monde, et en particulier aux 3 jeunes, beaucoup de qualité d'adaptation. Le métier n'est pas assez valorisé, il y a trop peu de formations qui sont proposées. Et ma conclusion, c'est que maintenant ma fille Colline a pleinement investi ce nouveau lieu de vie qui est devenu son chez-soi. Il y a complicité avec le personnel et avec ses 2 colocataires. La mise en place de ce projet m'a demandé beaucoup de temps, de travail, d'énergie. Cependant, j'ai bien été épaulée par la FTC, Dr Richet, que je remercie beaucoup, et notre avocat. Et il y a eu beaucoup de critiques, de doutes dans mon entourage proche qui ne comprenaient pas pourquoi je laissais ma maison confortable pour partir vivre dans un logement beaucoup plus modeste. Pourtant, je n'ai aucun regret. Il m'a fallu beaucoup de temps pour accorder ma confiance à l'équipe de soins santé domicile. Et je dois dire que souvent, je suis passée et qu'ils n'étaient pas forcément toujours contents de voir que j'allais voir ce qui se passait. Mais il m'a fallu tout ce temps pour accorder ma confiance, et la mère de Charles, pareil. Je dois reconnaître que donc, depuis que ma fille est prise en charge dans cette maison partagée, je suis rassurée, je peux souffler un peu, je peux anticiper mon épuisement et je peux m'autoriser à prendre un peu de temps pour moi. Je pense que chacune de nous a trouvé son équilibre de vie. Voilà, donc c'était la maison, je finis. C'était la maison donc, de Colline, Cécilia et Charles. Donc Cécilia a été remplacée. Maintenant, la jeune femme qui est venue les rejoindre est une jeune femme donc, qui était dans un centre IMC, donc qui est IMC, mais qui s'est très bien adaptée. Alors, très rapidement, je vais essayer. Donc, ce n'est pas la peine que je vous fasse la description des personnes. Tout le monde sait ce que sont ces personnes qui sont donc EPR. La dépendance, donc, actuellement, nous avons donc 8 personnes, 5 d'un côté et 3 de l'autre, qui sont des personnes EPR qui vivent donc dans des maisons collectives, dans 2 maisons collectives. Donc, il y a quand même une dépendance qui est assez importante. Il faut regarder que sur le plan alimentaire, on en a un qui a une gastrostomie, 7 qui ont des alimentations orales, mais qui sont toujours données par un tiers. Personne ne mange de façon autonome, avec des textures qui sont adaptées, bien sûr. Le projet de vie, c'est de conserver un bon état de santé, avec des intervenants libéraux, le médecin généraliste, l'infirmière, une équipe d'assistance pour la vie quotidienne, conserver les acquis, avec des intervenants libéraux, kinés, orthophonistes, art-thérapeutes, être insérés dans la vie sociale du quartier, avec le coordinateur de la vie sociale, donc financé par l'AVP. Je ne sais pas si ça durera. Voilà. Alors les soins, bon, je ne développe pas. Le projet de vie, donc accompagnement par des auxiliaires de vie. Ce qu'on peut dire, c'est que dans chaque maison, il y a 3 personnes le matin, 3 personnes à midi, 3 personnes l'après-midi. Et la nuit, il y a une personne qui assure la nuit de toutes les maisons. Donc là, vous avez des photos qui m'ont été prêtées par les différentes familles. Voilà. Alors, quand même, il faut que je vous présente Colline, qui est la jeune fille qui a la fleur dans les cheveux et à qui appartient la maison. Et Charles, son premier colocataire. Voilà. Voilà. Et vous avez donc toutes les sorties qui sont organisées. Voilà. Donc, l'évaluation par les familles, vous l'avez eue par Madame Nariot, donc je ne le redis pas. La place des maisons dans le dispositif de réinsertion, ce sera ma conclusion. Pour moi, il faudrait que ce soit soit un mode de sortie des unités EVC-EPR, soit qu'elle intervienne en amont ou en aval d'une structure médico-sociale telle qu'une masse adaptée, comme nous avons par exemple avec l'ADAPT à la Traîne que nous venons de créer. Il faut une action en synergie et collaboration avec des masses adaptées, offrant des séjours temporaires, c'est ce que nous faisons. Ouverture à l'accueil de personnes polyhandicapées ou IMC, pourquoi pas. Le devenir donc de ces maisons familiales pour personnes en ENR-EPR. Eh bien voilà que nous tombe dessus la proposition de nos autorités de tutelle de transformer la maison de la Traîne, donc, où il y a 5 personnes, en place de masse externalisée.
nous ne sommes pas d'accord parce que l'idée derrière, c'est que le Conseil général trouve que ça lui coûte trop cher, puisqu'actuellement, c'est le Conseil général qui paye l'accompagnement, évidemment, et il voudrait donc se libérer entièrement pour avoir un financement ARS, c'est-à-dire sécurité sociale. Alors, pour nous, nous avons des grosses craintes, parce que nous voulons que ces maisons, elles soient, comme je l'ai dit, qu'elles fassent partie du dispositif possible, avec des entrées, des sorties, des possibilités de partir en masse si c'est nécessaire, etc. Et ce que nous disons, c'est que nous allons risquer de perdre la souplesse. Et bien sûr, j'ai dit qu'il faut du temps pour créer une maison collective, mais on a le droit de créer une maison collective et autant qu'on en veut. C'est-à-dire, une fois qu'on a 4 personnes, eh bien, on peut se chercher une maison et la faire. Lorsqu'on a des masses, des places de masse, eh bien, c'est fini. Une fois que la masse est pleine, elle est pleine. Il faut attendre que quelqu'un décède pour avoir une place. Donc, nous voulons garder la souplesse de la création de ces maisons. Nous voulons garder l'adaptabilité. Et surtout, nous voudrions réduire les délais d'attente, puisqu'il suffit de rassembler des personnes de bonne volonté qui partent pour ces projets. Et là, actuellement, donc, si on nous fait disparaître les maisons collectives pour VCEPR, ben, nous allons être très malheureux. Voilà. Et alors, je voudrais aussi parler de l'AVP, parce qu'à la dernière réunion, on nous a dit « Mais attention, vous avez demandé l'AVP pour certains patients qui sont EPR, mais pour que vous ayez droit à l'AVP, donc nous avons un coordinateur animateur, pour que vous ayez droit à l'AVP, il faut que la personne dise qu'elle veut l'AVP. Et donc, vos patients qui ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas dire qu'ils veulent l'AVP. Donc, ils sont en train d'essayer d'économiser de l'AVP sur nos maisons. Voilà. Pour nous, les maisons donc, familiales partagées, c'est la qualité de vie en milieu ordinaire malgré le handicap. Voilà. Merci à tous les intervenants, merci aux familles et merci à vous.